Voilà, avec Marianne Louis qui nous a rejoint sur ce plateau, directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. Christelle Craplet, vous êtes directrice d'études chez BVA. Et puis Tonino Serafini qui vient de s'installer à mes côtés. Bonjour Tonino, bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, longtemps chef de service à Libération, chef du service société et puis grand connaisseur du logement social. Mais je vais commencer avec vous, Christelle Craplet, pas seulement parce que c'est votre anniversaire, je souhaite un bon anniversaire, mais si je vous donne la parole, c'est parce que l'USH a commandé un baromètre d'images. En fait, c'est quelque chose que l'USH fait 1 à 2 fois par an, baromètre auprès du grand public, pour que finalement on tente de mesurer et de voir l'image qu'a l'USH dans l'opinion publique. Oui, exactement. Ça permet d'avoir un point de mesure régulier pour voir à quel niveau se situe le logement social dans le débat public. Et les résultats de la dernière vague sont particulièrement intéressants. Il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en avant. Tout d'abord, l'image générale que les Français ont du logement social, elle est bonne, en majorité à 57%. Elle est bonne. Tout à fait. 57% d'entre eux ont une bonne image des logements HLM. Et non seulement ils ont une bonne image, mais elle s'améliore plutôt depuis l'année dernière et elle retrouve finalement le niveau qui était le sien avant le premier confinement en 2019. Attendez, 57% donc qui ont une bonne image. Il y a combien d'indécis et combien de gens qui ont une mauvaise image, vous le savez, de mémoire ou... Oui, alors pour la mauvaise image, si vous voulez les chiffres exactement, c'est 40% qui ont une mauvaise image. On a toujours quelques personnes qui ne se prononcent pas. Mais globalement, voilà, vous avez une nette majorité de Français qui ont une bonne image. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les locataires de logement social, donc parmi nos Français, ceux qui vivent dans un logement HLM, ils sont encore plus nombreux à avoir une bonne image. Ils sont très exactement les premiers 68%. Ambassadeurs du logement social, comme dirait Marianne Louis. Exactement. Les principaux intéressés sont encore plus nombreux à avoir une bonne image du logement social. Autre enseignement de ce sondage ? Oui, donc là on était sur les logements. Si on s'intéresse maintenant aux organismes de logement social, comment ils sont perçus dans l'opinion publique, pareil, une majorité de Français, 54%, qui nous disent qu'ils en ont une bonne opinion. On est sur des choses qui sont stables dans le temps, donc on est vraiment sur un capital sympathie, on va dire, qui ne se dément pas. Et puis ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'au-delà un peu de ces chiffres généraux, on a aussi des éléments plus détaillés qui nous permettent de voir ce que pensent les Français plus précisément. Et on voit que sur un certain nombre de points, les jugements sont très positifs. Par exemple, quand on leur demande si on construisent des logements de qualité, ils sont presque les 2/3 à nous répondre par l'affirmative. Pareil pour le rôle essentiel que ça joue dans les quartiers difficiles. On a aussi la moitié d'entre eux qui considèrent, par exemple, qu'ils sont investis dans la transition énergétique ou environnementale. Ça, ce sont les locataires qui vous disent ça. Non, là, ce sont les Français. La totalité des Français. Donc, on voit bien qu'auprès des Français, on a de manière détaillée des jugements qui sont positifs. Quand c'est un peu moins le cas, c'est parce que parfois, ils connaissent moins bien le sujet. Par exemple, sur la gestion de la crise sanitaire, ils sont forcément plus nombreux à ne pas se prononcer. C'est pour ça qu'on a un petit peu moins de personnes qui ont... Parce que quoi, la question c'était comment est-ce que les organismes ont géré la crise sanitaire ? C'est ça, voilà. Mais bon. Je vous avoue que moi, j'ai pas d'opinion. Mais ça montre d'ailleurs que l'a priori est plutôt positif chez les Français. Donc globalement, quand vous regardez comme ça de manière détaillée, vous avez aussi des jugements positifs. Le seul point sur lequel peut-être il y aura un peu plus d'amélioration attendue, c'est en termes de gestion de l'attribution des logements. Mais sur tous les autres sujets, environnement, qualité des logements, services qui sont apportés aux locataires, le fait aussi de développer des actions sociales pour les locataires, on a une majorité de Français qui émettent un jugement positif. Vous disiez, Christelle Craplet, que ça s'améliore. Ça veut dire que si on peut faire un peu de comparatif par rapport aux chiffres du baromètre des années passées. Oui, en fait, c'est l'avantage d'un baromètre. Vous posez les questions tous les ans, donc vous pouvez voir comment ça évolue. Si je reprends ma question principale sur l'image du logement social, cette année, c'est 57%. L'année dernière, 2020, crise sanitaire, voilà, c'était un petit peu moins bon, mais quand même encore positif à 53%. Et quand on regarde dans le passé, on est toujours au niveau de 56, 57, 58. Donc toujours quand même une grande majorité de Français qui ont une bonne image. Et ça bouge pas tellement, finalement. À part par 2020, ça bouge pas tellement. On est vraiment sur des éléments qui sont presque structurels et qui sont positifs dans le temps. Bon, alors Marianne Louis, comment est-ce que vous voyez le verre, à moitié vide ou à moitié plein ? C'est-à-dire que à moitié vide, on pourrait dire, finalement, l'image reste assez stable. Ou est-ce que vous pourriez voir à moitié plein en disant, on a quand même une bonne image, 57%, c'est une majorité nette
dans l'opinion publique de gens qui ont une bonne image du logement social? Déjà, moi, ce que je vois, c'est que cette question qui nous est souvent renvoyée, qui est de nous dire oui, mais les maires ne veulent pas construire de logement social parce que le logement social a une mauvaise image. Tout ce discours qui est véhiculé est un discours complètement infondé. Donc je pense que ce qui est dit à travers ce baromètre, et c'est aussi le rôle de l'USH, il faut à tout prix qu'on le popularise et qu'on le fasse connaître le plus largement possible. Non, nos concitoyens n'ont pas une mauvaise image du logement social. Mais ce qui est tout à fait logique, puisque, je l'ai déjà dit, un Français sur deux a vécu ou vit en logement social. Donc, alors, attendez, c'est tout à fait logique. Vu comme les Français sont râleurs, ça ne les empêcherait pas d'habiter dans un logement social et de dire oui, non, mais il pourrait y avoir une salle de bain en plus, quoi. Voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Donc cette question de l'image du logement social, il faut qu'on contribue à la faire énormément connaître parce que ça tord d'office le coup à cet argument de on fait pas du logement social parce que les gens veulent pas, parce qu'ils ont une mauvaise image, etc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous me posiez la question des pistes d'amélioration. Il y a sans doute un sujet autour des locataires. 68% des locataires, c'est bien, mais nous, on travaille sur ce qu'on appelle les démarches de qualité de service, de qualité du logement. Et évidemment, en tant que professionnel, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on améliore l'image du logement, l'image du bailleur par les locataires. Même si ce dont on se rend compte, alors j'ai pas le détail de ce baromètre, mais on a déjà eu des fois des travaux un peu plus, quand on fouille, quand on regarde dans le détail, c'est que souvent le logement est assimilé à son quartier. Et que derrière la question en tout cas quand on fait les enquêtes de qualité, sur la qualité du logement, dans la réponse de première intention sur est-ce que vous êtes satisfait ou pas de votre logement, en fait les gens répondent à la fois sur le logement et sur l'endroit où est localisé mon logement. Et puis après quand on fouille, on se rend compte qu'il y a la question de la qualité du logement, et là nous on a des vrais défis pour maintenir des logements de qualité, la question de l'isolation phonique, la question de l'isolation thermique, de la qualité globale du logement, et puis il y a le sujet de l'insertion urbaine et du quartier dans lequel et là c'est moins vous quand même. C'est un peu nous, mais c'est pas que nous. Voilà. Oui. S'il n'y a pas assez de transport en commun, si dans l'école c'est des classes surchargées, etc., là pour le coup on ne peut pas, nous, en tant que bailleurs, y faire grand-chose, même si ça contribue peut-être, pour certains locataires, au sentiment de ne pas être dans le bon logement. Parce que c'est le logement, c'est l'endroit où on vit qui entraîne un certain nombre de conséquences sur la vie quotidienne. Marie-Louis, est-ce que vous pensez que les résultats de ce baromètre vont être une surprise pour les bailleurs sociaux, finalement, d'avoir une bonne image? Parce que, je vais vous le dire comme je le pense, on a l'impression parfois que les bailleurs sociaux rasent un peu les murs, n'osent pas s'afficher comme tels, n'osent pas assumer finalement totalement leur mission. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va les rassurer. C'est ce qu'on leur dit depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il faut être fier de ce qu'ils font, il faut être fier de leur mission, et qu'au contraire, ça va leur donner des arguments pour continuer à défendre leur identité et leur métier. C'est un beau métier quand même de loger les classes modestes. Voilà, c'est un métier qui a du sens, et dans notre société, c'est extrêmement utile. Tonino Serafini, je me tourne vers vous, donc, journaliste. Vous avez réalisé pour le rapport au Congrès toute une série de portraits, très bien écrits, des portraits de locataires, d'accédants à la propriété ou de demandeurs. Alors vous faites un sondage, ou alors plutôt une enquête, on va dire une enquête qualitative. Qu'est-ce qui ressort? Quelle image ils ont finalement du logement social? En fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'ils se tournent vers le logement social parce qu'ils sont à la recherche d'une réponse par rapport à leur logement. Il y a le portrait d'une accédante à Nantes. À Nantes, le marché immobilier est très cher, comme dans beaucoup de métropoles régionales. Et par une COP HLM, elle a pu accéder en location-accession, comme on dit. Voilà, et elle n'aurait pas pu le faire en passant par le privé. On a cette femme, ce qui est le cas de beaucoup de ménages en France. Voilà, elle et son mari divorcent. Là où il y avait 2 revenus, il n'y en a plus qu'un. Elle se tourne vers les HLM parce que, voilà, avec son revenu, elle ne peut pas se loger dans le privé, y compris à Châlons-en-Champagne. Voilà, il y a aussi des gens qui avant étaient en activité. Lorsqu'ils étaient salariés, le salaire qu'ils avaient suffisait à payer le loyer du privé. Lorsqu'ils partent à la retraite, le revenu baisse d'un tiers, voire d'un peu plus. Et là, effectivement, ça passe plus. On n'a plus les moyens et donc on se tourne vers les HLM. Donc, à mon avis, si vous voulez, dans la foule de gens que j'ai pu rencontrer par rapport à ces portraits, on voit bien que, on parlait de l'image des HLM, qu'il y a l'idée que
parfois, pour certaines personnes, les HLM sont une réponse pour se loger, une réponse qu'ils ne trouvent pas forcément par le biais du privé. J'entends bien, on se dit, voilà, on loge, et on sait bien que dans le logement social, on loge des gens qui, si on ne leur donnait pas de logement, pourraient se retrouver à la rue. Mais une fois qu'ils y sont dans ce logement, qu'est-ce qu'ils en pensent globalement ? Vous avez un ressenti là-dessus ? Alors, la série de portraits portait plutôt sur les demandes. Moi, je n'ai pas fait des portraits sur des gens qui habitent déjà en HLM. Mais certains d'entre eux, auparavant, étaient passés par les HLM, parce que vous savez que parfois, il y a des gens qui ont des parcours résidentiels un peu... chaotiques, on va dire. Et la moitié des Français passeront... On est d'abord en HLM, on accède à la propriété, puis on divorce et on retourne en HLM. Et donc, le fait que lorsque les gens qui ont été en HLM accèdent à la propriété et demandent à y retourner, ça veut dire qu'ils en gardent quand même un bon souvenir. C'est-à-dire que je dirais même qu'il y a des gens qui se sentent un peu sécurisés. Par exemple, j'ai fait le portrait d'une dame qui est propriétaire d'une maison en banlieue d'Alençon, mais qui anticipe, elle est infirmière retraitée, elle anticipe, ce sont des problèmes de vieillissement. Voilà. Et donc, elle est à 5-6 km du centre-ville d'Alençon. Pour l'instant, elle les fait en voiture, mais elle sait que plus tard, elle ne pourra pas le faire. Voilà. Elle pourra pas le faire. Et donc, elle a revendu sa maison et elle a fait une demande en HLM pour habiter au centre d'Alençon. Et pourquoi en HLM ? Parce qu'il y a de l'offre privée aussi. Parce qu'elle dit, là, je suis sûre d'être dans un immeuble qui sera entretenu. Si j'ai un problème, je vais avoir un interlocuteur, etc., etc. C'est pas forcément vrai. J'aurai pas forcément des réponses à mes besoins sur l'adaptabilité du logement, à mon handicap, à mes difficultés. Si j'ai affaire à un bailleur privé, même s'il est gentil, mais voilà, c'est pas son rôle. Voilà, je vais trouver davantage de réponses dans le logement social. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement une sorte de dialogue aussi avec son bailleur qu'on n'aurait pas forcément dans le... C'est-à-dire qu'on va peut-être un des aspects trouver davantage de réponses à des situations particulières. Marianne Louis, ça c'est un aspect important peut-être du logement social. C'est vrai que ça apporte, alors au-delà on loge les gens, c'est une chose qui est entendue, mais quand Tonino Serafini nous dit, voilà, ce sont des gens en plus qui ont besoin qu'on leur parle finalement. Ça s'appelle la gestion locative, c'est un métier. C'est-à-dire que, un propriétaire privé qui a un appartement, qui le loue, il n'a pas cette problématique-là. Mais quand on est un professionnel comme un bailleur, qu'on a, plusieurs milliers de logements, il faut mettre en place des vrais circuits de dialogue avec les locataires pour pouvoir répondre effectivement à leurs besoins. C'est-à-dire, et puis, savoir aussi le faire de manière professionnelle. La question, par exemple, de l'adaptation au handicap, c'est un sujet qui est très important. On a de plus en plus de personnes qui vieillissent dans le parc social. Faire intervenir des entreprises pour changer une baignoire en douche parce qu'il y a une demande, tout simplement, il faut le faire, c'est le moment, etc. Ça, les bailleurs savent le faire, ils ont des réseaux, ils savent, c'est des professionnels et ils ont le public, le public et puis ils ont les équipes pour le faire. Savoir répondre effectivement à une problématique d'une famille qui connaît un divorce, donc il faut réadapter des fois d'un logement, il faut en trouver deux. Ça s'appelle c'est ce qu'on appelle des mutations dans le parc, mais savoir gérer ces problématiques de mutation, on peut le faire sur un parc complet. Mais vous imaginez bien que si vous êtes chez un propriétaire privé, vous lui dites, on divorce, ça va pas, etc. Mais on va être en garde partagée, donc il faut qu'on soit pas trop loin parce que l'école, elle va être là, puis il faut que le petit puisse aller aux deux, etc. Un propriétaire individuel privé, à la rigueur, il va considérer que c'est pas son problème. Nous, on construit des logements, on attribue des logements, et c'est vrai qu'il y a une insatisfaction sur les attributions qui est liée au délai d'attente. On va y venir. Et puis, en revanche, et après, on gère. C'est-à-dire pour les locataires qui en ont besoin, on a des services qui sont là, qui sont capables de leur répondre, et pas toujours d'apporter une réponse immédiate, mais déjà de comprendre leurs problèmes et de voir quelles peuvent être soit une intervention directe du bailleur, soit quels peuvent être les services qui peuvent être mobilisés pour les aînés. Ça veut dire qu'en fait, le travail du bailleur, c'est pas, et c'est une évidence de le dire, pas juste de construire un bon logement, et ça va pas s'arrêter à la remise des clés. À la limite, le travail commence, et on pense également au travail des gardiens, qui sont extrêmement nombreux, et qui, eux, ont la possibilité également
d'agir au quotidien sur l'image du logement social? Gardien agent de proximité, c'est 30 000 personnes. Donc effectivement, c'est un nombre important de collaborateurs. Et effectivement, souvent, c'est eux qui sont le premier point d'identification de fragilité. Il y en a beaucoup plus effectivement dans le parc social que dans le parc privé. Et on peut retrouver par exemple une famille qui sait qu'il y a une personne qui est un peu âgée, qui commence à s'inquiéter, qui demande au gardien de jeter un œil. Après, si la personne ne va vraiment pas bien, c'est pas le gardien qui va pouvoir gérer. Mais en revanche, les gardiens sont formés à identifier les personnes âgées isolées, par exemple en période de canicule, des choses comme ça, et à interpeller les bons services sociaux, le CCAS de la mairie, etc., si jamais ils commencent à s'inquiéter pour une personne dont la situation se dégrade. Et ça, c'est possible parce qu'il y a un réseau de proximité, évidemment. Christelle Craplet, est-ce qu'il y a des cycles d'amour, des affections, du logement social, ou est-ce que finalement on retrouve toujours à peu près les mêmes taux? Je vais préciser ma question. On arrive là dans une année électorale. Est-ce que vous voyez un petit peu de variation dans vos chiffres ou pas du tout? Là, on est plutôt sur des choses assez stables, à part, je vous disais un petit peu pour l'année dernière, mais si on regarde sur le long terme, les grandes tendances, on est plutôt sur des éléments stables. Et si je rebondis un peu sur ce que vous disiez, par exemple, la perception en termes de rénovation, on a une majorité de Français qui considèrent que les organismes rénovent beaucoup de logements. Donc on a vraiment ce sentiment qu'il y a une qualité qui est apportée en termes d'entretien des bâtiments, ou aussi pour la moitié des Français, de services de qualité offerts aux locataires. Donc pas de grosses évolutions, et sur les points qu'on a mentionné, ça se retrouve nous aussi dans notre enquête, dans la perception qu'en ont les Français. Et est-ce que vous avez des chiffres par hasard sur la perception qu'auraient les Français du logement d'une manière générale et du parc privé ? Alors là, on ne les a pas forcément mis en perspective, donc forcément, voilà, ce serait intéressant d'avoir ces éléments-là. Mais en tout cas, quand on regarde la perception du logement social, là, on a des chiffres qui sont plus élevés et qui sont plus élevés aussi chez les locataires de logements sociaux par rapport aux locataires de logements privés. Mais on n'a pas les bailleurs sociaux ont une meilleure image que les bailleurs privés. Non, pas les bailleurs. Les Français qui sont locataires de logement social ont une meilleure image du logement social que les locataires de logements privés. Mais on n'a pas de comparaison là dans cette enquête avec le logement privé directement. Bon, parlons des sujets qui fâchent un petit peu. Sujet donc de l'attribution. Là, ça c'est visiblement un point à améliorer. Alors, vous avez quand même 41% des Français qui trouvent que c'est bien fait et qu'il n'y a pas de soucis particuliers. C'est le seul sujet sur lequel vous avez un petit peu plus de Français c'est quoi la question précise que vous leur posez? Alors, on leur demande est-ce que les organismes de logements sociaux gèrent bien l'attribution en termes de logement. Vous avez 41% qui sont d'accord, 48% qui ne sont pas d'accord. Les autres ne donnent pas d'opinion. Donc, vous n'avez pas non plus une majorité de personnes qui ne seraient pas d'accord sur ce sujet-là. C'est le seul sujet sur lequel vous avez un petit peu moins de jugement positif par rapport à d'autres sujets. Mais par exemple, en termes de gestion financière, vous avez une majorité relative de Français qui considèrent que, par exemple, les organismes de logement social sont bien gérés financièrement. Ils en savent quelque chose. Ils sont formés. On leur pose des tas de questions aux Français. C'est de l'image, la perception. Ils répondent, oui, non, mais là, c'est bien géré. Non, mais pour en revenir à cette histoire d'attribution, finalement, Marie-Anne-Louis, est-ce que le secteur du logement social, à travers ce chiffre qui pourrait paraître négatif, n'est pas victime de son succès? Parce qu'on imagine bien, et on en a beaucoup parlé lors du congrès de Bordeaux, de la crise de la construction, du fait qu'il y ait 2 200 000 foyers qui sont en attente d'un logement social, qu'en Ile-de-France, on peut attendre 7 ans, qu'à Paris, on attend 10 ans. Est-ce que finalement, ce mécontentement, c'est pas ça? C'est clair que dans certains territoires, on peut attendre effectivement, vous l'avez dit, presque une décennie. C'est le délai moyen d'attribution qui est extrêmement long, qui est lié à la pénurie de logements, qui est lié au fait qu'on ne construit pas assez par rapport à la demande. Et moi, il y a quelques temps, je me suis retrouvé dans une discussion avec un des représentants de haute administration qui m'ont expliqué que l'indicateur du nombre de demandeurs n'était pas un bon indicateur. Et je mets des guillemets, et la personne m'a dit, parce que vous comprenez, si on fait un restaurant qui est 30% moins cher que les autres, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent la queue devant ce restaurant. Ça a été l'occasion de lui expliquer que les demandeurs HLM avaient rarement l'occasion d'aller faire la queue devant les restaurants. Et que donc, si les gens demandaient un logement social, c'est qu'ils en avaient besoin à un moment dans leur vie pour des raisons qui peuvent être extrêmement variées. Et quand on a besoin d'un logement, on sent sa situation, c'est la situation prioritaire, c'est la situation du moment, c'est complètement normal. Et nous, en face, on a une liste de prioritaires, il y a 13 publics prioritaires.
plus un numéro unique qui nous permet de regarder le délai d'attente. Et donc, on est forcément, les bailleurs sont obligés de faire des choix. On fait 400 000 attributions par an pour 2 millions de demandeurs. Donc, voilà. Et donc, vous êtes faites obligé... un heureux pour 5 malheureux. Quoi. Voilà, on fait un heureux pour 5 malheureux et on est obligé de faire des choix qui sont forcément des choix compliqués, parce que vous avez une personne qui a un problème de handicap qui est en train, par exemple, d'émerger et donc qui ne veut plus être en étage parce qu'elle préfère être au rez-de-chaussée, etc. Voilà. Et vous avez un logement qui se libère au rez-de-chaussée. Puis dans le même moment, vous avez une femme qui divorce et ça se passe quand même pas très bien. On nous dit il faut quand même faire attention, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut assez rapidement lui attribuer un logement. Elle fait partie des publics prioritaires. Et là, vous devez choisir. C'est cornélien pour les commissions d'attribution d'avoir à traiter ce type de situation. L'idéal, ce serait d'avoir 2 logements attribués et pouvoir attribuer des logements aux 2 personnes. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas assez de logements disponibles, parce qu'on n'arrive pas à en construire assez, parce qu'on n'a pas assez de terrains qui nous sont proposés pour en construire, etc. Voilà. Donc, je comprends complètement que ce soit un facteur d'insatisfaction, parce que voilà, quand on en a besoin, et on se dit, c'est pas possible, j'attends, ou si c'est pas soi-même, on connaît quelqu'un qui a besoin d'un logement et qui attend. Et puis en plus, après, on voit une dame qui est emménagée, et on dit mais pourquoi la dame elle a eu l'appartement et pas moi alors que je suis handicapé, etc. Et comme c'est normal, on n'étale pas la vie des gens sur la place publique, on n'explique pas pourquoi. Parce qu'à une époque il y avait un débat sur le thème il faut faire des attributions de logements publics avec les citoyens. Non, parce qu'on ne va pas déballer la vie privée des personnes et des demandeurs sur pourquoi c'est à ce demandeur-là qu'on l'a attribué ou pas. Les commissions elles ont une part de confidentialité sur les situations individuelles. Tonino Serafini. Alors cette demande-là, ce problème des attributions, vraiment on le retrouve quand on parle avec les gens. Et d'ailleurs dans les portraits, nous on a le portrait de 2 demandeurs qui sont des demandeurs de logement social depuis des années et des années. Et d'ailleurs il y en a un qui a 1 300 € de retraite, 900 € de loyer dans le privé et qui a posé sa première demande en 2007 et il dit « J'ai dépassé le stade de la lassitude ». Mais je continue à me battre pour faire valoir mon droit de citoyen à Paris. À Paris. Alors, à Paris, on sait que c'est difficile, mais quand même, ça fait depuis 2007. Et puis, il est dans une situation difficile. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que parfois, pour l'attribution d'un logement, les bailleurs doivent choisir entre quelqu'un qui vient de perdre son emploi et une femme qui est à la rue. Enfin, voilà, c'est non, mais c'est cornélien. Voilà, c'est cornélien. C'est cornélien. Il n'empêche qu'il y a vraiment une gestion qui fait que parfois il y a des gens qui sont oubliés dans la liste d'attente. Autre exemple là dans les portraits, parce que voilà, on n'a pas voulu cacher la poussière sous le tapis. Non, mais c'était fait pour ça. Il y a une famille avec 3 enfants qui vit dans 25 mètres carrés depuis plusieurs années dans le 17e arrondissement, et ils ont été déclarés prioritaires d'ALLO en 2014. Et ils attendent toujours. Ils ont 3 enfants. Voilà. Donc, effectivement, c'est marrant parce que lorsqu'on parle avec les gens et lorsqu'on lit les sondages, finalement, ça se recoupe assez bien. Le problème, effectivement, là où les résultats sont les moins bons, c'est sur les attributions. Et effectivement, quand on parle avec les gens, là où ils râlent le plus, c'est effectivement concernant les attributions quand on voit les demandeurs. Alors évidemment, ça change énormément d'un territoire à un autre. Bien sûr, j'imagine bien. Quand vous êtes demandeur de logement à Alençon, en 6 mois, c'est une affaire réglée. Quand vous êtes demandeur de logement à Paris, c'est une toute autre affaire, c'est des années et des années. Et c'est vrai que la masse fait que parfois, effectivement, dans cette masse, il y a des gens qui sont oubliés alors qu'ils sont vraiment légitimes à obtenir un logement social. Ou alors, c'est intéressant, vous dites des gens qui sont oubliés, ou qui ont en tout cas le sentiment d'être oubliés. Marianne Louis nous expliquait assez bien que c'est compliqué de faire de la pédagogie, et on comprend bien pourquoi on ne va pas étaler sur la place publique les difficultés d'une femme battue ou de quelqu'un qui a perdu son emploi. En même temps, est-ce que ces demandeurs, finalement, sont suffisamment, quelque part, accompagnés? Est-ce que de temps en temps on les reçoit? Est-ce qu'il y a un suivi dans cette attente? Alors effectivement, en fait, les demandeurs, alors là pour le coup, c'est toujours pareil, effectivement, quand on est locataire, on a un interlocuteur, c'est son bailleur. Tant qu'on est demandeur, on n'a pas vraiment d'interlocuteur. Et souvent, les demandeurs qui se considèrent comme oubliés des listes d'attente, ils se tournent vers le réseau associatif, vers Solia, vers la Fondation Abbé Pierre, vers l'espace Solidarité Habitat, et ils demandent de l'aide auprès du tissu associatif qui, lui, a des contacts avec les bailleurs, etc., pour dire attention, là,
voilà, on a une situation qui nous semble tout à fait anormale. Et d'ailleurs, concernant ce monsieur retraité qui est demandeur de logement depuis 2007, il y a le défenseur des droits qui a été saisi par l'espace Solidarité Habitat, parce que l'espace Solidarité Habitat considère que sa situation est tout à fait anormale. Marianne Louis, est-ce qu'il n'y a pas un petit effort d'accompagnement, on va dire, à faire? Là, on voit bien, il y a deux publics qui effectivement sont maltraités, entre guillemets, dans le système actuel, c'est les jeunes et les retraités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on fonctionne avec ceux qui ne sont pas déjà dans le parc social, donc ils ne sont pas accompagnés, ils ont plusieurs façons de faire il y a un numéro unique, et puis ils ont plusieurs façons de faire une demande. Ils vont sur un site qui s'appelle demande-de-logement-social.gouv.fr, où ils passent par ce qu'on appelle un réservataire, c'est-à-dire ils sont présentés par notamment le réseau des entreprises qui réservent des logements pour le logement des salariés, etc. Et vous voyez bien que là, c'est pas du tout la même chose si vous arrivez par un réservataire, parce que là, votre demande, elle est appuyée par votre entreprise, elle est appuyée par votre réseau, ou si vous arrivez par une collectivité locale, par un CCAS, parce que vous êtes déjà un profil identifié auprès du CCAS. Enfin, là, on retrouve, voilà. Et si vous êtes retraité, l'exemple de Tonino, c'est un retraité qui gagne 1 300 € par mois, donc il n'est pas dans les réseaux particulièrement en difficulté, même si comme il paye 900 € de loyer, il est en difficulté. Mais facialement, un retraité 1 300 € par mois, c'est pas un public en difficulté. C'est vrai, voilà, oui. Et puis le deuxième, donc, et souvent les retraités ne sont pas, évidemment, les réservataires employeurs, les retraités, ils sont plus salariés, donc ils ne sont pas pris en compte par les réseaux des réservataires employeurs. Et puis c'est le problème des jeunes, parce qu'il y a un autre critère qui est celui de l'ancienneté de la demande, et ça ne vient pas forcément à l'esprit d'un jeune à 18 ans, le jour de ses 18 ans, de se dire tiens, je vais faire une demande HLM, parce qu'en 2024, quand j'aurai une copine, vous voyez, à 24 ans, il faudra que j'ai 6 ans d'ancienneté de la demande pour avoir un logement. Et donc, évidemment, les jeunes, les choses se font... D'abord, ils ne sont pas forcément dans des réseaux salariés, installés, CDI, etc. Donc, ils ne sont pas pris en charge par ces réseaux de réservataires. Et par ailleurs, leurs besoins, c'est des besoins au moment où ils s'installent dans la vie, et ils ne peuvent pas les anticiper plusieurs années à l'avance en se disant je vais faire une demande pour quand j'en aurai besoin. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien que ces deux publics-là sont mal pris en compte et pas assez bien accompagnés. Et avec 2 millions de demandeurs, il n'y a pas de dispositif. Alors normalement, il y a ce système national d'enregistrement de la demande, et en parallèle, il doit y avoir des points physiques d'enregistrement de la demande, d'accompagnement de l'enregistrement de la demande, etc. On tient beaucoup, nous, à ce qu'évidemment, il y a un système numérique, parce que c'est très important qu'il y ait un numéro unique, parce que ce numéro, il permet de vérifier qu'effectivement, il n'y a pas eu, à un moment, une inégalité de traitement, quelqu'un qui reste trop longtemps dans la file, qui a été victime de discrimination, etc., de l'importance du numéro unique, mais en même temps qu'il y ait des points physiques, parce qu'à un moment, il faut que les gens puissent avoir un dialogue avec un interlocuteur qui comprenne précisément leur situation, qui ne peut pas toujours se résumer dans un formulaire CERFA. Aujourd'hui, vous remplissez un formulaire, vous remplissez un CERFA, vous ne pouvez pas expliciter votre difficulté. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'écrire, et puis il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliciter en cochant des cases. Je nous résume finalement une image globalement, et je parle sous votre contrôle, Christelle Craplet, une image globalement plutôt bonne du logement social dans la population, une bonne image également finalement auprès des gens qui habitent le logement social, mais essayons d'aller de l'avant. Comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer cette image? Vous avez une petite idée, Tonino Serafini? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent autour des HLM. J'en citerai trois. Ils ne font que des tours et des bars. C'est l'État qui paye tout. Les gens ignorent totalement que c'est l'épargne des Français qui finance la construction du logement social. Voilà. Et puis certains disent les HLM c'est des ghettos. Bon voilà. Donc il y a tous ces stéréotypes qui circulent. Alors un jour j'ai rencontré un bailleur qui avait dû beaucoup batailler dans une commune loi SRE. Vous voyez, parce qu'il avait un projet de construction de logements, et puis il y a un comité de quartier qui s'était constitué, et alors les gens, ils avaient fait des tracts où ils avaient copié-collé une photo d'une tour, et puis ils l'avaient mise dans leur quartier, voilà ce qui nous attend, etc. Bon, voilà. Et alors, par exemple, là, dans ce cas précis, le bailleur en question avait réussi à convaincre les protestataires de les emmener voir ce qu'ils avaient construit récemment dans une commune pas très éloignée de la leur. Voilà. Moi, je c'était pas des bars, c'était pas des tours, c'est pas des bars, etc., etc. Et effectivement, je pense que tout doucement, ce cliché des tours et des bars, tout doucement
tend à disparaître. Il faudra encore du temps. Mais je pense que c'est par l'exemple qu'on peut améliorer l'image. Et par exemple, si la question avait été posée il y a 20-30 ans sur l'état des immeubles avant la rénovation urbaine, franchement, je pense que les réponses n'auraient vraiment pas été bonnes. Aujourd'hui, vous rentrez dans des halls d'immeubles HLM, ça se tient bien même. Et on ne sait même pas forcément qu'on est dans les... Voilà, tout à fait. On est dans HLM. Tout à fait. Marianne, oui, je vous donne le mot de la fin, parce que finalement, Tonino Serafini a peut-être la bonne idée. Est-ce que finalement, pour améliorer encore l'image des HLM, la meilleure manière, ce ne serait pas de les montrer ? C'est ce qu'on essaye de faire, hein. C'est vraiment la preuve par l'exemple, c'est d'avoir un logement social qui est beaucoup plus diffus, qui est bien intégré dans la ville. Les bailleurs sont des acteurs locaux, ils participent aux événements locaux. C'est ça qui fera quand même la différence. Eh bien, merci à vous trois.